Aujourd'hui, on va se poser une question. Quel est le plan de Macron à l'international? Parce que oui, le bougre, il a un plan. Et pour vous parler de ça, on vous a décoté une vidéo où justement, sans trop de langue de bois, il explique son plan pour la France à l'international. Cette vidéo, c'est Macron qui parle à ses ambassadeurs et ça arrive chaque année. Donc c'est pas une émission télé, c'est pas une allocution TV, non, c'est Macron qui parle aux diplomates français. Il parle donc directement à l'appareil d'État qui, isolés les uns les autres là dans leur pays respectifs, vont devoir appliquer, chacun dans leur coin, la stratégie de Macron. Donc le président, là, il doit s'exprimer clairement, que tout le monde le comprenne bien pour que son plan soit réellement appliqué. D'où le fait qu'il peut pas trop faire de langue de bois ou dire tout et son inverse. D'ailleurs, ça n'a jamais été facile entre les diplomates et Macron parce que ces types-là, ils sont dans leur monde et ils sont souvent très butés. Il y a eu des embrouilles entre Macron et les diplomates, notamment sur la question de la Russie avant la guerre en Ukraine. Et Macron, il a même parlé d'état profond en parlant de cette administration qui n'obéissait pas suffisamment à ses directions. Et là, on arrive dans une période un peu étrange avec beaucoup d'enjeux, tu vois, avec la montée en force de l'économie chinoise, les décrets de Trump, la montée de la guerre partout. Donc autant vous dire que Macron, il a besoin d'une bonne administration à ses ordres parce que les enjeux sont énormes pour les puissants, les riches et les grands possédants français, c'est-à-dire ceux-là pour qui la politique étrangère de l'État français est conçue. Donc là, Macron, il veut véritablement une administration qui suive ses plans. Donc, il doit faire un bon discours pour les convaincre et c'est ça qu'on va analyser. Et rappelez-vous, si Macron est quelqu'un de méprisable parce que totalement déconnecté de notre réalité, c'est pas du tout le cas sur la politique étrangère. Là-dessus, il est parfaitement lucide et cohérent. Bref, aujourd'hui, on va analyser Macron comme le stratège de la bourgeoisie française. Ok, Macron, il commence son discours en nous mettant directement dans le bain, genre là, il se passe quelque chose de grave et il veut nous le faire comprendre. Et alors qu'on nous écrivait en l'an 2000 une histoire qui était toute tracée, la démocratie conquérante, la fin des conflits, la lucidité doit nous conduire à voir que un quart de siècle plus tard, ça n'est pas tout à fait ce que nous vivons. Et donc oui, vous servez la France et ses intérêts dans le désordre du monde. Là, tu vois, on retrouve un peu le côté meeting. Il doit convaincre, donc il pose les enjeux. On peut se poser, nous, une question. C'est-à-dire quoi, un monde en désordre? Et il faut bien le dire, 25 ans après, nous nous réveillons dans un monde, et je dirais même simplement 10 ans après, où ce qui paraissait impensable est en train d'advenir. Désordre né de l'affaiblissement des règles internationales, contesté par d'autres puissances qui ne jouent plus le jeu, se déploie sans complexe dans de nouveaux espaces de confrontation internationale, et tentent de fragmenter le monde à leur avantage. Là, ça commence déjà à être plus précis. Après la Seconde Guerre mondiale, t'as des institutions financières qui sont montées avec le dollar comme monnaie d'échange internationale, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Des institutions globalement favorables à la puissance états-unienne, mais qui a en réalité permis à tous les capitalistes du monde entier de se développer, d'investir et de s'enrichir. Bah oui, quand t'as l'industrie de la bagnole européenne qui délocalise en Asie, ils peuvent payer toutes les factures en dollars et vendre leurs voitures en dollars dans le monde entier sans avoir peur que cette monnaie soit dévaluée. Cet ordre du monde favorable à l'impérialisme états-unien mais globalement favorable au capitalisme mondial, on en a parlé dans une précédente vidéo. Mais cet ordre économique paisible dominé par les États-Unis, ça c'était avant, parce que d'après Macron, c'est plus le cas maintenant. Là-dessus, le risque qui est le nôtre est simple, c'est une fragmentation du monde dans lequel nous vivons. On est habitué depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale à un monde avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Celui-ci est progressivement devenu caduc. Il faut être là aussi lucide. Que s'est-il passé? Il y a eu les conséquences d'une contradiction du capitalisme. En gros, les industriels, pour augmenter leur taux de profit, se sont dit tiens, on va baisser le coût de production. Et pour ça, quoi de mieux que de délocaliser, notamment en Chine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça fait la fortune des industries européennes et états-uniennes ces dernières décennies. L'État chinois en a profité pour forcer des coopérations avec ces entreprises nationales, ce qui a permis de développer aussi des écoles de haut niveau, de renforcer les banques, ses infrastructures. Et elle a pu exploiter à fond ses ressources et celles qu'elle a pu acheter à l'étranger, jusqu'à elle-même devenir une nation capitaliste extrêmement productive, moderne et rentable, capable d'aller à l'étranger piquer les marchés qui étaient hier réservés aux capitalistes européens et états-uniens. Pour te dire, les industriels chinois sont parmi les premiers du monde dans des domaines comme l'automobile, l'acier, la chimie, la manufacture ou même les banques, et ça se développe au niveau des semi-conducteurs. Le capitalisme occidental s'est largement développé dans d'autres nations, donc là on a parlé de la Chine, mais c'est le cas aussi dans énormément d'autres pays, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Inde, le Brésil, etc. Et le développement et le renforcement de ces impérialismes
impérialistes partout dans le monde entier, ça renforce les frictions parce qu'ils se battent tous pour les mêmes marchés, les mêmes ressources. Évidemment, ça change totalement les rapports de force géopolitiques et économiques dans le monde et ça vient aussi contester l'ordre mis en place à l'avantage des USA. Et oui, parce que ces impérialistes nouvellement développés, ils ont leur monnaie, ils ont leur infrastructure, ils ont leur armée. Ils peuvent signer des accords commerciaux entre eux pour développer leur entreprise sans être dépendantes de la puissance états-unienne et ça sans subir aussi les chantages, que ce soit diplomatiques, militaires ou monétaires. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a une confrontation entre un impérialisme déclinant, celui états-unien, et un impérialisme montant, celui chinois. Une confrontation qui est au cœur de l'immense majorité des conflits, des sanctions et des hausses de taxes auxquelles on assiste aujourd'hui. Et autour de ces deux grandes puissances encore très interconnectées, parce qu'ils échangent énormément de marchandises ces deux-là, tu as des nations impérialistes régionales, comme on le disait, l'Inde, la Turquie ou le Brésil, qui jouent sur les deux tableaux à la fois et sur chaque front qui essaie de tirer leur épingle du jeu. On est passé d'un ordre du monde dans les années 2000 largement dominé par les États-Unis, qui imposait leur commerce via l'OMC, le FMI et le dollar, à aujourd'hui un monde multipolaire où aucun impérialiste n'est capable d'imposer son ordre du monde et où ce sont donc les rapports de force économiques, diplomatiques et militaires qui l'emportent et qui s'imposent à chaque front. Et ça, c'est une des directions que veut prendre Macron. Parvenir à développer son capitalisme national dans cette disposition du monde où il va falloir se bagarrer pour obtenir les marchés et les profits. Et la question est simple. Dans cette renaissance, quelles sont les nations qui s'en sortent? Celles qui obéissent aux règles du monde d'avant ou bien celles qui ont compris qu'il fallait un réalisme qui sache garder ses idéaux? Et là, Macron, il prévient les ambassadeurs, tu vois. Il dit que la donne, elle a changé, qu'il suffit plus de se mettre sous le parapluie états-unien pour avoir 2-3 petites miettes de marché et que ça va nous contenter. Non, il va falloir se démerder pour choper des contrats, signer des accords et vendre des armes dans ce nouveau monde. Au risque que la crise politique se renforce et que la petite élite politique française se fasse dégager du pouvoir. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? Et oui, jusque-là, la bourgeoisie française maîtrisait les choses. Elle possédait tous les médias, elle pouvait alterner entre ses candidats pour maintenir sa politique. Sauf que là, avec Musk et TikTok, tu as des outils que cette bourgeoisie française ne maîtrise pas, qui est utilisé par d'autres impérialistes pour ingérer dans leurs affaires et dégager du pouvoir leurs petits poulains. Dégager, ou du moins suffisamment influencer leurs décisions. Sachant que les enjeux ils sont grands, parce que l'Europe, ça reste quand même le premier continent en termes d'épargne et que tu as un immense marché pour l'économie chinoise et états-unienne. D'ailleurs, cette dernière a réussi à mettre un pied dans la porte, là, il y a 2 ans, 3 ans, là, pour vendre son gaz de schiste et son pétrole de schiste au niveau européen grâce aux sanctions contre la Russie. Et ils espèrent pouvoir profiter des voitures électriques avec Tesla pour intégrer le marché européen face à des concurrents qui sont mal en point, notamment Stellantis. La capacité à l'impérialisme chinois ou états-unien de croquer un bout de l'économie européenne, ça va dépendre des lois, des sanctions et des tarifs douaniers mis en place par le politique, d'où ces ingérences. Macron, lui, il veut précisément protéger le marché européen de ces deux gros impérialistes pour laisser un espèce d'énorme bac à sable pour les multinationales françaises. Ouais, tu te fais dégager d'Amérique, tu te fais dégager d'Afrique et t'as pas ta place en Asie, tu vas où? Tu vas en Europe. Dans cette bagarre, Macron se présente à la bourgeoisie française comme celui qui sera capable de défendre leurs intérêts. Il veut être le stratège des bourges dans ce nouveau monde. Il veut être celui qui, malgré tout, garantira les profits de l'impérialisme français grâce à des nouveaux marchés, des nouvelles alliances et une nouvelle influence. Et pour Macron, c'est quoi ces nouveaux marchés-là pour les investisseurs français qui vont permettre de maintenir ses profits? Il le dit clairement. Sous le premier mandat d'Ursula von der Leyen, avec le travail remarquable de Thierry Breton, on a lancé des politiques industrielles communes. Semi-conducteurs, batteries, hydrogène, on a eu des vrais projets européens, c'est une bonne chose. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus fort sur l'intelligence artificielle, les clean tech et la défense. La défense, c'est une novlangue pour dire la guerre, qu'on soit d'accord. Et pour rappel, les industriels de guerre français, c'est le second exportateur d'armes au monde. D'accord, c'est quelque chose de très sérieux qui rapporte énormément de pognon. Et se rajoute à ça sa fameuse industrie verte qui devient de plus en plus rentable à mesure que l'énergie coûte de plus en plus cher. Et en plus, ça lui permettrait d'être un peu plus indépendant énergétiquement vis-à-vis des États-Unis. Sauf qu'un État capitaliste, par définition, il ne possède pas les moyens de production, il ne possède pas l'industrie, tu vois, ça appartient au privé. Donc comment tu fais pour orienter une économie pour qu'il y ait des investissements dans l'industrie alors que tu ne possèdes pas ces industries? Il faut qu'ils trouvent des solutions. Voilà, c'est pas l'idéal, mais ils trouvent des trucs. Et le mieux qu'il y a à faire, c'est de subventionner à coût de milliards des usines de batteries électriques pour le privé, sans que l'État rentre dans le capital. L'État français veut pousser les investissements privés étrangers dans ce secteur pour créer une dynamique économique.
même si les meilleurs projets, évidemment, partent aux États-Unis. Et ça quasi à perte, hein, puisqu'en fait, ces usines-là, elles emploient assez peu de personnes et ça rapporte assez peu de pognon pour l'État français. Si jamais ça en rapporte, et c'est pas sûr, hein. Parce que oui, en parallèle de ce discours, la désindustrialisation est bien réelle en France, hein, avec des usines qui ferment et qui sont pas compensées par l'ouverture de nouvelles usines. On pense aussi à Michelin, par exemple, qui licencie massivement en France, malgré ses bénéfices à 2 milliards d'euros en 2024. Et ça crée des boucles un peu bizarres, tu vois. Genre, à cause des subventions qui ne profitent à rien et qui rapportent pas de pognon, et ben du coup, l'État français se retrouve dans un truc de déficit absolu, donc il tape dans les services publics pour essayer de gratter quelques milliards, mais en même temps, nous, on doit aussi acheter les voitures électriques de merde qui subventionnent à fond, tu vois, parce que sinon, si on les achète pas, et ben c'est pas rentable et ça fait effondrer tout le circuit, tu vois. Donc à la fois, ils nous prennent du pognon et à la fois, ils nous demandent d'en dépenser alors qu'on en a pas. C'est toutes les contradictions des mesures protectionnistes qui sont mises en place sans s'attaquer directement au capital. Mais contre cette crise économique, Macron, il veut relancer un cycle de production, et le gars, il a de l'ambition, hein. C'est quasiment un doublement du budget qu'il nous faut faire. C'est ce que nous avons su faire pendant la période Covid. Et en quelque sorte, le défi n'est pas de même nature, mais il est au moins de même ampleur. Ce plan-là, c'est pas nouveau, hein. Il n'a pas inventé un truc de fou, ça revient régulièrement dans l'histoire, où le protectionnisme succède au libéralisme. C'était la logique d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on avait vu ensemble dans une longue vidéo. Dans des périodes de crise où les capitalistes européens n'arrivent pas à trouver de débouchés, et ben il faut qu'ils élargissent leurs débouchés en vendant des armes ou par la conquête territoriale et en s'appropriant de nouvelles ressources. Et si on remonte encore, c'était la même logique pour la Première Guerre mondiale, quand ils se disputaient les colonies pour élargir le marché et que les puissants européens ont fait la guerre pour se repartager ces colonies. Et pareil aussi avec William McKinley, un président états-unien qui a eu ses 2 mandats en 1997 et qui a été connu pour ses tarifs douaniers et ses expulsions de travailleurs étrangers. Et c'est cette logique dans laquelle s'inscrit Trump, et pareil avec Biden. Cette idée, je vous rassure, n'est pas résolument hétérodoxe, elle n'est pas crypto-marxiste, et elle n'est pas contraire au commerce international. C'est tout simplement ce que depuis des décennies font les États-Unis d'Amérique, pour eux-mêmes et avec leurs partenaires au sein de l'ALENA. Et là, clairement, on se rend compte qu'il n'y a plus rien du tout de libéral dans son discours, hein. Tous les États capitalistes développés doivent aujourd'hui adopter des mesures protectionnistes pour protéger leur industrie, y compris Macron. Et en quelque sorte, on finirait presque par se demander s'il est nécessaire de se battre. Je crois tout le contraire. Oui, cela vaut la peine et nous avons quelques armes. De même que Trump veut renfermer son économie nationale pour préserver sa bourgeoisie, Macron veut le faire, mais au niveau européen. Mais pour ça, il va lui falloir beaucoup d'huile de coude et surtout d'argent, ce qui pose des problèmes, pour 2 raisons. La première, c'est la difficulté en ce moment à s'endetter et aussi la grande difficulté à faire voter un budget à l'Assemblée nationale. Ouais, Macron, il voudrait piloter l'État comme il le veut, sauf que la situation, elle a changé politiquement en France et que c'est plus aussi facile aujourd'hui. Mais dans la politique internationale de Macron, il n'y a pas que les États-Unis ou la Chine, hein, comme on disait, il y a plein d'autres impérialistes régionaux sur lesquels Macron se positionne, toujours au service des puissants qu'il sert. Donc on va commencer avec le Moyen-Orient, avec un discours en vrai assez beau. Ça fait plaisir à voir, hein, sur la Palestine, vous allez voir, un revirement de position total. Parce que se joue là un révisionnisme et un impérialisme désinhibés. Si on laisse une puissance internationale revoir les frontières internationalement reconnues sans réaction, et le droit international être foulé aux pieds, et par une fatigue, parce que ça nous coûterait cher, ou parce que ceci, ou parce que cela, accepter en quelque sorte de transiger, bon courage pour la suite. Parce que ça veut dire que simplement la crédibilité de tous sera battue en brèche. Oh, j'ai connu, il parlait de l'État russe, évidemment. Non, pour Israël, c'est un soutien, voilà, presque sans nuance. L'État israélien, il est indéboulonnable au Moyen-Orient. L'armée est trop puissante, trop équipée, trop expérimentée. Et à côté d'eux, il n'y a pas tant d'alliés possibles que ça pour Emmanuel Macron. La Syrie, c'est le bordel total, pareil en Irak. Le Liban, c'est un État en reconstruction, l'Iran est sous sanctions. Et à côté, les grandes monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, ils développent leur propre impérialisme financier, culturel et industriel qui vient concurrencer ce qui se passe en France. Macron, comme Trump, semble considérer Netanyahou comme un criminel, mais qui sait faire le sale boulot et avec qui on peut investir, avec qui on peut commercer. Un chien fou qu'on peut laisser agir pour pouvoir faire des pressions sur les États aux alentours. Et puis ça permet de rappeler aussi à l'État chinois que, bon, ils sont mignons avec leurs petits accords qu'ils voulaient faire au Moyen-Orient, mais que s'ils n'ont pas une armée capable de résister à la puissance israélienne et états-unienne, ça va être compliqué d'imposer leur intérêt dans la région. Il va parler après du Liban, et là il se la pète pas mal quand même. Hein. Nous avons été là pour obtenir ce cessez-le-feu, et nous serons là dans la durée pour obtenir cette transition.
Alors bon, c'est assez bidon, mais en vérité, l'enjeu des négociations, c'est que tu es à la table des négociations. Donc en fait, tu peux poser tes conditions qui te seront à toi favorables, notamment si tu as Total Energy ou des trucs comme ça qui sont installés dans le pays. Je dis ça, je dis rien. Il veut pas tant la paix qu'une belle place d'influence dans l'après-guerre. D'où ce truc qu'il dit d'être là dans la durée, tu vois. Et après, il va parler de l'Iran, vous allez voir, c'est intéressant. La question iranienne est sans doute l'une des principales sur lesquelles nous allons réengager le dialogue avec la nouvelle administration américaine. Nous aurons d'ailleurs dans les prochains mois à nous poser la question d'utiliser, et nous y sommes prêts si la question se pose, les mécanismes de rétablissement des sanctions d'ici à octobre prochain. Mais il nous faut engager plus large pour avoir justement un traité plus exigeant. C'est à mes yeux l'un des sujets prioritaires de la discussion stratégique avec les États-Unis d'Amérique et pour toute la région. À première vue, c'est con, parce que le premier danger du nucléaire au Moyen-Orient, évidemment, c'est l'État israélien. Mais là, il s'agit de lire un petit peu entre les lignes. Avec les sanctions états-uniennes, c'est impossible de faire du pognon en Iran. Les milliards d'investissements des banques, de Total, de Stellantis en Iran ont d'ailleurs été perdus à cause des sanctions. Et avec la pression israélienne et de la population iranienne contre le gouvernement iranien, ça risque de pas s'arranger ces histoires-là. Donc c'est pas un client potentiel, par contre ça peut être un ennemi potentiel, et ça c'est plutôt intéressant, parce que là l'État français se positionne aux côtés des États-Unis, en mode s'il faut intervenir, faire des sanctions, nous on est là les gars quoi. Là l'État français se positionne à la table des négociations pour que si à un moment donné ils arrivent à renverser le gouvernement iranien, et ben t'as les industriels français qui sont là pour choper le magot. D'autant que la diplomatie états-unienne et l'État israélien vont axer leurs futures alliances économiques dans la région autour de l'isolement de l'Iran. Tu sais, c'est ce qu'ils voulaient déjà faire avant le 7 octobre avec ce qu'ils appelaient l'OTAN moyenne-orientale qui était dirigée contre l'Iran. Donc pour être de la fête, eh ben il va falloir avoir le dress code, et c'est ce que fait Emmanuel Macron. En plus de ça, c'est quand même pratique parce que Macron il dit ouais le véritable méchant c'est l'Iran. Du coup ça justifie la politique de l'État français totalement complaisante et totalement collaborationniste avec l'État israélien. Ce qui lui permet de contourner un petit peu les critiques qu'on peut lui faire à l'intérieur en France. Donc on a vu le Moyen-Orient et maintenant on va pouvoir passer à un gros bout de la politique de Macron, la Russie. Aucune solution ne doit être trouvée en Ukraine sans les Ukrainiens. Aucune solution ne doit être trouvée pour la sécurité en Europe sans les Européens. Aucune solution rapide qui signifierait la capitulation de l'Ukraine ne saurait être bonne pour les Européens et les Américains. Le gros du soutien initial à l'armée ukrainienne a été fourni par les industriels de guerre états-uniennes. Un support qui a baissé avec le temps, notamment avec le front qui s'est lancé, avec les fronts qui sont lancés d'ailleurs autour d'Israël. L'industrie française a alors commencé à boucher les trous laissés par leurs concurrents états-uniens. Sauf que les criminels industriels français, eux ils n'arrivent pas à produire suffisamment d'armes, de munitions, d'obus pour totalement remplacer le soutien états-unien. C'est pour ça qu'ils ont mis en place tout un réseau de guerre européen pour maintenir le front et donc maintenir les ventes d'armes. Et là encore, il essaie de se positionner pour les futures négociations post-guerre, pour essayer de choper des contrats, par exemple, de reconstruction avec l'État ukrainien. La Russie qui a complètement transformé son industrie de guerre et qui produit aujourd'hui autant que la totalité des Européens. On a fait beaucoup, on a fait cette économie de guerre, on s'en est félicité. Mais nous sommes très loin de ce que nous devons faire, nous Européens. La totalité des Européens, c'est un effort de production, d'industrie de défense, de base technologique, qui est celui de la Russie. Les États-Unis accélèrent cet effort et ont des discussions stratégiques de plus en plus désinhibées. La Chine continue de produire un arsenal, là aussi dont la magnitude n'est pas à notre échelle, soyons lucides. Ouais, c'est là où on voit que le front ukrainien, il ne sert pas juste à écouler des stocks d'armes, il sert aussi de dynamiseur pour renforcer une industrie européenne de la guerre, indépendante au maximum des États-Unis. Et c'est aussi un cas d'école des guerres modernes. Former les soldats ukrainiens ou envoyer des soldats français en Ukraine, c'est un moyen pour l'armée française de se former et d'être prête pour de futurs conflits. Des futurs conflits que Macron prévoit. Et a raison d'ailleurs. Il y a fort à parier que dans 15 à 20 ans, la priorité américaine sera leur propre défense et sera beaucoup plus autour de la mer de Chine et dans cette région qu'aux confins de l'Europe. Là-dessus, Macron, il veut faire jouer les atouts de son État et de son industrie. Une armée puissante, des forces nucléaires, et puis évidemment, comme on disait, le second exportateur d'armes au monde. Donc si les États-Unis lâchent un petit peu l'OTAN pour aller sur le front chinois, Macron, il est candidat pour remplacer le rôle états-unien dans l'organisation, dans la livraison d'armes et dans la coordination des armées. La guerre utilisée comme moyen de relancer la production en France et pour valoriser le leadership de l'État français. Si nous dépendons de la base industrielle et technologique de défense américaine, alors nous aurons de cruels dilemmes et des dépendances stratégiques coupables. Et ce qu'il dit là, c'est une politique cohérente avec sa vision qu'il a de l'Europe. J'attends beaucoup de vous, de nous pour cette année, c'est la prospérité.
la croissance de la France et de l'Europe. En fait, son plan, c'est d'utiliser l'Europe en tant que marché pour pouvoir développer les grandes entreprises françaises alors qu'elles sont dépassées sur les autres continents. Et l'adversaire numéro 1 de ce développement-là, il est tout trouvé. On a ouvert notre marché pour obtenir les grâces des autres. On va essayer d'être gentil avec les Chinois parce que c'est un marché de débouchés, puis maintenant on les laisse rentrer. Les taxes douanières, elles ont déjà été mises en place par l'Union européenne, notamment contre les voitures électriques chinoises, qui sont les leaders du marché mondial, mais largement quoi. Et ça, c'est un jeu très dangereux, parce que évidemment, l'économie européenne dépend largement de la production chinoise, et du coup, faire des guerres de taxes comme ça, c'est compliqué quand même. Et de la même façon, tu as aussi énormément d'investissements européens qui ont été faits en Chine, et que si tu as une augmentation de l'escalade militaire ou commerciale entre la Chine et l'Europe, on peut se retrouver dans une situation où l'État chinois décide des réquisitions ou de bloquer la production de ses usines. Et pareil, la Chine a besoin évidemment du marché européen pour écouler sa production. C'est ça le rapport de codépendance qui fait que même s'il y a de la concurrence, la coopération est quand même maintenue. Et pareil d'ailleurs côté USA, il y a quand même beaucoup de codépendance entre les deux, notamment au niveau du pétrole et du gaz depuis les sanctions contre la Russie. Par contre, les taxes qui sont prévues du côté de Trump va permettre de justifier des taxes côté européen. Et donc Macron va pouvoir essayer de façonner un marché européen qui va être taillé pour les boîtes françaises et qui va pouvoir se protéger de la concurrence. Et c'est d'ailleurs le bon moment pour Emmanuel Macron de faire ça parce que le principal concurrent aux industries françaises, c'est l'industrie allemande qui est en train de se péter la gueule. Et ça pour deux raisons. La première, c'est évidemment le gaz pas cher, russe, qui n'est plus accessible alors que tout était basé là-dessus, c'est quand même con. Mais aussi parce que les industriels allemands, plus que les autres, ils ont délocalisé en Chine. Du coup, si tu as des hausses de taxes ou de trucs comme ça, c'est les industriels allemands qui vont prendre ça dans les dents les premiers. On en avait parlé d'ailleurs dans une vidéo du Canard lorsque les sanctions ont été émises. Donc simplification qui doit aller beaucoup plus loin qu'un simple toilettage. On doit faire une pause réglementaire massive, mais on doit revenir sur des réglementations, y compris récentes, qui entravent notre capacité à innover. Ouais, vu que les capitalistes français ont du mal à faire des grandes chaînes de production mondialisées rentables face à la concurrence, notamment la Chine, les États-Unis, machin, Macron, lui, il veut arrêter les réglementations au niveau de l'Europe pour permettre de mettre en place des lignes de production en Europe. Alors je vais vous donner un exemple quand même pour être clair. Stellantis, leur production est largement délocalisée aujourd'hui en Europe de l'Est pour pouvoir profiter des salaires bas. Et après, ils revendent cette marchandise en augmentant les marges en plus en France pour profiter des salaires hauts et des subventions. Et du coup, là, ce qu'il veut faire, c'est la même chose, mais sur d'autres secteurs. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils arrivent à générer des profits à partir d'un déséquilibre des salaires. Produire là où les salaires sont bas pour vendre là où les salaires sont hauts, à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il ne faut pas trop réglementer, parce que s'ils lissent trop les salaires, en fait, ils n'arriveront plus à générer de profit. Donc il leur faut ce déséquilibre salarial, mais aussi il leur faut une libre circulation des biens pour pouvoir organiser ces lignes de production dans plusieurs pays sans qu'il y ait aucune entrave. Sur la simplification, le deuxième élément, ça s'appelle le marché unique. On doit aller au bout du marché unique pour avoir un vrai marché domestique pour nos entreprises. Mais on doit défendre dans chaque portion des grandes chaînes de valeur, la capacité à produire européen. Il veut mettre en place un grand bac à sable, dans lequel les plus grandes entreprises vont pouvoir faire de grandes lignes de production et profiter des déséquilibres salariaux pour faire des profits. Et évidemment, les grandes entreprises au niveau européen, c'est avant tout des grandes entreprises françaises. Donc pas sûr par contre que les États européens soient tous d'accord pour se faire bouffer par des entreprises françaises. Ça aussi, il faut en discuter. C'est des boîtes françaises, par exemple, aussi qu'on retrouve dans l'importation de GNL, le gaz liquéfié qui vient des États-Unis et du Qatar principalement. D'où les bagarres pour les ports en ce moment qui a eu lieu entre l'État français et espagnol. C'est là où tu te rends compte que le protectionnisme macroniste, il est quand même vachement agressif, Et grâce à votre mobilisation à tous ces dernières années, nous avons pu créer des dizaines de milliers d'emplois dans tous les territoires du pays. Et chaque année, je suis allé consacrer d'ailleurs ces investissements. Il n'y a pas une région qui a été exclue par ces derniers. Et donc il nous faut poursuivre ce travail. Je veux ici insister sur votre mobilisation à tous. Dans beaucoup des pays où vous êtes, il y a encore des capacités qui sont non exploitées et qui vont nous permettre de sécuriser toutes nos filières. Nous sommes loin d'avoir obtenu le résultat. Et si nous voulons une France plus indépendante et qui réussisse dans les années à venir face à ces grands défis, nous devons sécuriser sur le lithium, sur l'uranium, sur le cobalt, sur énormément, justement, de ces capacités. Et c'est un véritable jeu diplomatique qui a commencé il y a plusieurs années, avec une agressivité chinoise qui est connue de tous. Là aussi, nous avons su le faire ces dernières années par politique que nous avons menée à l'égard de la Mongolie, par exemple, inédite, mais qui permet des premiers résultats. Et là, on se rend compte que le réseau diplomatique, il a une utilité. C'est celle de recréer des sources variées d'approvisionnement de matières premières
pour soutenir ce projet de réindustrialisation. Pareil avec l'énergie d'ailleurs, ou son nucléaire et son industrie verte, avec les incinérateurs et son hydrogène et compagnie. Tout ça, c'est pour essayer de se détacher de la dépendance états-unienne, tout en relançant des constructions d'usines et de grands travaux. Une énergie propre, avec des guillemets, hein, c'est important les guillemets, une énergie verte qui veut comme produit d'exportation. Si on veut vraiment transformer les choses, c'est d'accélérer le pic charbon de la Chine, mais d'aider le plus vite possible l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et d'autres à sortir justement du charbon, aider l'Afrique du Sud dans sa transition et son accélération, etc. C'est d'ailleurs via l'Union européenne qu'il compte dépasser les problèmes d'endettement du Trésor français. Tout ça, on ne peut le faire qu'en investissant beaucoup plus. Et donc, nous devons préempter la discussion budgétaire dès maintenant. Plus de ressources propres, des capacités à investir dans la durée et à emprunter sur les marchés, mais les Européens doivent investir davantage ensemble. Donc l'idée, c'est d'emprunter en européen pour financer des projets de réindustrialisation pour les boîtes françaises avec un marché européen qui est taillé sur mesure. Et là, on voit bien l'un des rôles qu'a l'État capitaliste, en général, en théorie, c'est de préparer un petit lit douillet pour le capital quand celui-ci est malmené. Macron, il veut se vendre auprès de la bourgeoisie comme l'avant-garde européen d'un changement de stratégie économique capable de s'adapter au nouveau monde. Preuve, encore une fois, que Macron n'est pas un libéral, c'est un stratège bourgeois qui adapte ses tactiques en fonction de la situation et des opportunités. Dernier point, on va voir son discours sur l'Afrique. Et l'Afrique, on pourrait d'ailleurs en faire une vidéo entière si ça t'intéresse, tu peux nous mettre ça en commentaire. Là, on va essayer d'être un peu rapide, mais sachant que le bourg, il a fait des discours rien que sur ça, il y a de la matière. Hein. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée. Et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. C'est mignon, hein, mais c'est très hypocrite, hein, parce que la réalité, c'est que les décennies de colonialisme puis d'impérialisme français en Afrique a laissé une trace, celle d'une volonté profonde de changement de la part de la population. Une élite politique et militaire s'est saisie de cette volonté-là, avec le soutien principalement de l'impérialisme russe et chinois, pour organiser en Afrique de l'Ouest des coups d'État contre l'impérialisme français. Par exemple, au Niger, les militaires français ont été chassés, comme Orano ex-Areva, qui a dû quitter la plus grande mine d'uranium du monde. Et ces mouvements nationalistes, ils ont pris l'appareil d'État au Burkina Faso, au Mali, au Niger. La Côte d'Ivoire a suivi en dégageant les militaires français, et pareil pour le Togo. D'ailleurs, tu as quasi toutes les bases militaires qui ont été dégagées dans la région. Hein. Sauf que le cœur de l'impérialisme français en Afrique, c'était ces bases militaires-là, qui servaient d'excuse de lutte contre le terrorisme, pour en réalité sécuriser les sites économiques et organiser des coups d'État lorsque tu avais des dirigeants africains qui étaient un petit peu trop indépendantistes. Du coup, Macron, il a le seum, voilà. Il a le seum de perdre sa chasse gardée à un moment aussi important. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial, en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. C'est une perte sèche de marché dans des pays avec de nombreux investissements qui ont été faits, comme des mines, des centrales, des bases militaires, des routes, etc. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Alors si c'est un peu mort en Afrique de l'Ouest, Macron il s'oriente ailleurs, et notamment en Afrique anglophone. On parle là surtout du Nigeria, de l'Éthiopie et de l'Afrique du Sud. Là-bas, l'histoire avec le colonialisme français est différente, et les États, eux, ils sont un peu plus libérales, ouverts, ils sont intégrés à la CEDEAO, qui sont des organisations économiques qui traitent bien plus facilement avec l'État français ou l'économie française. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Mais là encore, ça va renforcer la concurrence internationale dans ces pays-là. Et qui dit renforcement de la concurrence dit qu'il faut négocier, et négocier au rabais. C'est là où tu te rends compte que l'augmentation du nombre de concurrents impérialistes partout dans le monde, ça génère des crises économiques.
Bref, c'est sur ces bons mots que le discours de Macron se termine. Et on a appris pas mal de trucs en vrai. La situation fait que Macron, là, devant les ambassadeurs, il est obligé de dire la vérité. Et on le voit dans un jour qui n'est pas trop caricatural. Si ce type-là est encore soutenu par les bourges en France, pour l'instant, parce que Bernard Arnault qui commence à râler, mais pour l'instant ça va encore, c'est parce qu'il a une utilité, c'est celle d'esquisser des plans d'avenir pour la bourgeoisie française dans un bordel international ambiant. C'est sa façon de garder près de lui la bourgeoisie française avec lequel il gouverne et grâce à qui il est au pouvoir. Ce plan, c'est celle d'un développement de l'impérialisme français via les secteurs de la guerre, de l'industrie verte et de l'énergie, en utilisant l'Europe comme un marché garanti pour ses entreprises afin de les protéger de la concurrence chinoise et états-unienne. Hors des frontières européennes, Macron dessine aussi quelques nouvelles alliances malgré les revers en Afrique avec Israël, le Maroc ou la Mongolie. Bref, c'est un programme protectionniste en faveur des grandes entreprises françaises et qui n'est pas juste une réponse mécanique à l'arrivée de Trump, parce que ça fait quand même un bail que cette situation elle dure et qu'elle s'aggrave, notamment avec le Covid qui a accéléré cette transition. Pour rappel, Trump dès 2016, il avait déjà augmenté les taxes, Biden les avait maintenues et là Trump les renforce. Pour revenir au début de la vidéo, on disait que le développement capitaliste avait atteint un stade où il produisait lui-même les concurrents, tu vois. Tu avais l'impérialisme états-unien et puis du coup ils ont créé l'impérialisme chinois. Et Macron, il accepte ce nouvel ordre du monde et il veut utiliser la centralité de l'État français pour guider les investissements et la production capitaliste française vers des nouveaux profits, en tout cas selon lui. Macron se pose en tant que leader bourgeois, refusant de laisser les capitalistes français se faire écraser par le nouveau monde. Reste qu'il s'agit là du plan, d'accord? Et pour beaucoup de raisons, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Sa prédation en Europe va évidemment rencontrer de la résistance, la hausse des taxes avec l'économie chinoise et états-unienne va fragiliser les lignes de production, avec d'ailleurs l'État français qui est déjà dans une situation largement déficitaire, qui rend compliqué son endettement et donc le financement de ses projets de réindustrialisation. Une réindustrialisation qui ne fonctionne pas d'ailleurs, parce que t'as quand même beaucoup de licenciements et de fermetures d'usines. Et d'ailleurs, ça le met en confrontation avec ses anciens alliés, sa stratégie, parce que c'est bien de vouloir renforcer l'industrie en Europe et en France, sauf que si ça le mène à une guerre commerciale avec les États-Unis, tu en as d'autres qui vont faire la gueule, notamment Bernard Arnault, qui vend énormément de luxe aux États-Unis. Bernard Arnault qui s'en fout totalement de donner des emplois ou quoi que ce soit en France, parce que lui, il vend aux riches, d'accord? Et les riches, ils sont de plus en plus nombreux déjà là. Donc lui, il veut juste exporter sa merde. François Ruffin, y a-t-il un habitant dans votre circonscription, un ouvrier, un salarié qui verra son mode de vie augmenter, son salaire progresser si Bernard Arnault et les activités qu'il a en France s'en vont parce qu'il considère que aux États-Unis ou dans d'autres pays, on paye moins d'impôts qu'on en paye en France? Je vais vous y répondre déjà, puisque concernant ma circonscription, il y avait des milliers d'emplois, 10 000 emplois dans ma circonscription, avant que M. Bernard Arnault n'arrive en 1984 et qui décide de licencier et de fermer toutes les usines en série. Voilà l'effet qu'a eu dans ma circonscription le passage de Bernard Arnault. Et qui dit une confrontation avec Bernard Arnault, dit une confrontation avec les médias de Bernard Arnault, ce qui fragilise le positionnement politique de Macron, déjà qu'il n'arrive même pas à nommer un gouvernement et faire voter un budget et ou gagner une élection, tu vois. C'est là où tu te rends compte que la position de Macron, c'est compliqué et qu'il y a un fossé entre son discours et ce qui va devenir. Mais disons que maintenant, il est plus facile, grâce à cette vidéo, de comprendre l'actualité quand on a en tête le véritable plan d'Emmanuel Macron. Un plan de Macron, encore une fois, on le répétera jamais assez, qui est construit pour et autour des grands intérêts de la bourgeoisie française, notamment des industriels, et pas du tout de la population. C'est là où il faut bien comprendre que le souverainisme peut servir les intérêts privés, et que c'est pour ça que Macron s'oriente dans cette direction-là en ce moment, parce que la situation l'oblige. Donc il faut bien faire la distinction. On peut être souverainiste et en faveur des grandes entreprises. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette longue vidéo. Les recherches, les commentaires, la sélection d'extraits ont été faits par Déby. J'ai rédigé la vidéo, Kouro l'a montée, Laminia c'est Nina, le titre c'est Betsy. Et si tu veux soutenir notre travail totalement indépendant, il y a une solution, c'est le Tipeee. Les dons mensuels, ça nous permet de pouvoir continuer à travailler tous les jours pour produire ce genre de vidéos et d'analyses qu'on retrouve nulle part ailleurs. On te met tout ça en description. Sur ce, des bisous et à la prochaine.